Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver vendredi 7 novembre ensemble pour commenter cette actualité particulièrement pesante avec aujourd'hui Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne. Je rappelle votre dernier livre aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire aux éditions Michel Lafon. Serge Guérin, sociologue, et si les vieux aussi sauvaient la planète, c'est paru chez Michalon. Arnaud Stéphane, vous êtes spécialiste en communication politique et vous êtes fondateur de l'agence La Note de Com. Et Anthony Samama, bonjour, maire adjoint du 15e arrondissement de Paris. Des militants palestiniens qui perturbent un concert hier à la Philharmonie de Paris, un concert d'Amir menacé à Brest. Les réactions de la France insoumise ce matin par la voix de Manon Aubry qui légitime ces manifestations. On va y revenir dans un instant. Les Français ne veulent plus qu'Emmanuel Macron joue un rôle politique à l'avenir. C'est un sondage à lire dans le Figaro, particulièrement cruel pour le président de la République. Et puis le meurtre d'Elias, la maman d'Elias, ce jeune tué alors qu'il rentrait du foot à coups de machette par deux individus qui n'auraient pas dû être là. Elle demandait des réponses, elle en a eu. Et le système judiciaire a dysfonctionné. Une fois de plus, on a envie de dire oui, une fois de plus. Je voulais qu'on commence peut-être avec la Philharmonie. On en est là, on en est arrivé là, à voir des images de fumigènes dans un concert de musique classique. C'est l'orchestre symphonique d'Israël qui se produisait hier. Il y avait eu des menaces déjà, il y avait eu un avis de la CGT qui demandait en préambule qu'il y ait un texte qui soit lu pour parler du génocide des Palestiniens. Et hier, dans les tribunes, les images sont effarantes de ces fumigènes qui sont sortis à 3 ou 4 reprises. L'orchestre a été d'une dignité absolument incroyable. Et c'est vrai qu'on est interpellé, interloqué quand on entend les propos de Manon Aubry. Je vous propose d'écouter. Ce matin, elle était chez nos confrères de CNews. Vous ne condamnez pas ce qui s'est passé hier soir à la Philharmonie de Paris? Non, je ne le condamne pas. Et je vous dis aujourd'hui, le meilleur moyen que ce type d'incident ne se reproduise pas, c'est que le gouvernement israélien arrête de massacrer tout un peuple. Actuellement. Donc en fait, il y a toujours un prétexte pour attaquer des artistes israéliens. Vous savez combien de Palestiniens sont morts depuis le cessez-le-feu en main des arabes? Plus de 150. Voilà, il lui a répondu quelles sont vos sources. Elle lui a dit mais vous en avez d'autres. Enfin bon, c'est sans fin. Et j'avoue que moi j'ai été prise de nausée au sens propre du terme quand j'ai entendu ça. Elle a ensuite justifié aussi la censure du chanteur Amir en disant mais vous vous rendez compte, il a été dans l'armée israélienne. Oui, il a fait son service militaire comme le font tous les Israéliens. Non mais hommes et femmes. Et c'est à mettre peut-être en parallèle aussi avec hier Aymeric Caron qui justifiait... Qui lui n'a pas fait son service militaire. Qui lui n'a pas fait son service militaire, qui justifiait que des fillettes puissent être voilées en rapport avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale en disant ça ne vous regarde pas, les parents élèvent leurs enfants comme ils veulent. Je me demande comment on en est arrivé là. Non, il y a un glissement qui s'opère depuis une vingtaine, trentaine d'années, avec des mouvements d'extrême gauche qui ont pris des positions très importantes, y compris dans les médias, dans ce qu'on appelle les prescripteurs, dans l'éducation, dans l'université. C'est pas à nos deux invités qui sont ici qu'il va falloir que je fasse la démonstration. Oui. Et en plus, il y a, il faut le reconnaître, des forces politiques qui se sont créées sur ce socle-là. Mais c'est pas très surprenant. La France a une particularité, et là aussi je parle sous le contrôle d'Arnaud Benedetti, l'autre Arnaud de ce plateau, c'est que l'extrême gauche a toujours été très forte en France. Et c'est historique, on est un pays qui a toujours eu une extrême gauche extrêmement forte, extrêmement puissante. Ça remonte à la naissance même de la Troisième République, puisque elle est mal née. Il y avait déjà des courants socialistes révolutionnaires extrêmement forts, les blanquistes, les guédistes. D'ailleurs, une partie avait rejoint l'autre côté de l'échiquier, oui, au moment de l'affaire Dreyfus. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. On a eu un parti communiste qui a été extrêmement fort pendant très longtemps, et il y a eu une gauchisation de ces forces de gauche qui
se sont de plus en plus rapprochés, non pas forcément de la social-démocratie, il y a eu un mouvement vers ça, mais il y a eu aussi un mouvement vers du gauchisme. Et aujourd'hui, on est confronté à une gauchisation du spectre politique, avec des gens qui sont extrêmement idéologues, qui sont extrêmement virulents, parce que c'est aussi leur méthode d'action. Il faut bien comprendre. Mais moralement, enfin psychologiquement, comment on a une gauche qui aujourd'hui défend le voilement de fillettes? Comment on a une gauche qui censure des artistes? Rappelez-vous qu'à une époque, on disait que Cuba c'était merveilleux, et Cuba mettait ses opposants politiques, les tuait ou les enfermait, que les homosexuels étaient enfermés dans des asiles psychiatriques. Enfin, je veux dire, on ouvrait les yeux, on disait faut pas désespérer Billancourt. Voilà, exactement. Et Cuba, Madame Mitterrand y allait reçue à bras ouverts, et tout le monde trouvait ça fantastique. Enfin, alors il y avait une forme de naïveté peut-être à l'époque où, non, mais je vois quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Anthony Samama. Je trouve qu'on voit quand même un exemple chimiquement pur de l'antisionisme qui est en réalité de l'antisémitisme pur. C'est-à-dire que on voit ici un orchestre philharmonique israélien de civils, de musiciens qui, parce qu'ils sont israéliens, deviennent la cible de pro-palestiniens. Et donc, on met un signe égal entre le gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, les Israéliens et de plus en plus aussi tous les Juifs du monde. De telle sorte à ce qu'aujourd'hui, on rende coupables des Français juifs qui n'ont rien à voir avec la situation en Israël, qui ne sont peut-être même pas soutiens du gouvernement israélien, être d'une certaine manière comptables et responsables de ce qui se passe à Gaza. Ça, c'est la première chose, cet antisémitisme qui se part du fauné de l'antisionisme. Et la deuxième chose, c'est la deuxième passion triste, on va dire, de la gauche historique. C'est vrai, il y a l'antisémitisme, mais il y a aussi un attrait pour la violence. Sans remonter à Robespierre, à la terreur, à 1793, l'extrême gauche a toujours eu cet attrait pour une forme de violence légitime dans la manière d'opérer les forces publiques et le débat public. Mélenchon se targue de dire qu'il est un parti démocratique, qu'il veut passer par les urnes. La réalité, c'est que non. La réalité, c'est que Mélenchon, effectivement, et ses sbires excitent le débat public à travers le bruit et la fureur, comme on a dit un temps sur lui, dans une violence verbale, mais aussi une violence physique qui est de plus en plus cautionnée dans les manifestations ou dans ce type d'événements. Arnaud Benedetti. Non, je rejoins ce qui a été dit sur la radicalité de la gauche. Il y a toujours eu une gauche radicale dans l'histoire politique française. La réalité, c'est que peut-être c'est la première fois que cette gauche radicale est majoritaire à gauche. Ça, c'est une nouveauté. Oui. Alors, parce que, bon, le Parti communiste, c'était autre chose. C'était autre chose. Le Parti communiste a été quand même, malgré tout, un facteur de stabilité aussi dans la société française, malgré toutes ses dérives multiples et variées et ses liens explicites avec l'Union soviétique. Mais là, en l'occurrence, on a, si vous voulez, dans le rapport de force interne à la gauche, pour la première fois, en effet, le courant le plus radical qui est dominant. Donc, c'est une première. Et d'ailleurs, ça leur pose un problème, y compris dans la conquête du pouvoir. Parce que chaque fois que la gauche est arrivée au pouvoir en France, c'est quand même, il faut le rappeler, l'aile réformiste et l'aile modérée qui l'a emporté. C'était le cas en 81 avec François Mitterrand, c'était le cas en 36 avec le Front Populaire et Blum. C'était le cas même avec Hollande ou un peu plus tôt avec Jospin en 97 au moment de la dissolution. Donc, mais là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très significatif et que finalement, ça pèse également sur la gauche la plus modérée, c'est-à-dire la gauche social-démocrate, qui a du mal finalement à s'autonomiser de cette gauche radicale. Après, moi, je suis d'accord. En effet, historiquement, je veux dire, l'extrême gauche a toujours été antisioniste. Il y a un courant antisémite historique à gauche. On a parlé de Jules Guesde, entre autres, mais je veux dire, qui est le guédisme. Donc, c'est pas fondamentalement quelque chose de nouveau. Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est dans la relation à la question d'Israël et de ce qu'il faut bien appeler l'antisémitisme, c'est que ça se fait d'une certaine manière de manière assez décomplexée, quand même, quelque part, et en même temps, c'est très hypocrite.
Parce qu'en fait, évidemment, ils vont pas dire qu'ils sont antisémites. Ils peuvent pas le dire. C'est un délit. Je le rappelle. L'antisémitisme, c'est la différence fondamentale avec l'antisémitisme d'extrême droite de l'entre-deux-guerres, qui lui était clairement et qui s'affichait antisémite là-dessus de manière décomplexée. Eux, en général, non, ils ne sont pas antisémites, ils sont antisionistes. Sauf qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, l'antisionisme est un moyen pour eux... de l'antisémitisme. Non, mais c'est un moyen... C'est tactique. C'est-à-dire que c'est totalement tactique, cette affaire. Au-delà de ce qu'ils pensent réellement, c'est que, tout simplement, ils essayent de faire une OPA sur des clientèles dont ils estiment qu'elles peuvent être en effet assez sensibles à un discours non seulement antisioniste, mais aussi antisémite. Donc voilà, c'est du cynisme à l'état pur. 0826 300 300, si vous avez vu ces images, ou en tout cas on vous les raconte, un concert dans une salle de concert, la Philharmonie de Paris, où il y a des concerts de musique classique, avec donc des gens qui ont surgi, des opposants, des sympathisants palestiniens, avec qui des drapeaux, qui des fumigènes, au milieu enfin des fumigènes, vous vous rendez compte, des fumigènes dans une salle de spectacle, c'est quand même gravissime, et ça interroge aussi sur les complicités et sur les complicités et sur la sécurité. Et et je vous donne la parole, Serge Guérin. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, partenaire du bateau Rêve à perte de... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, nous parlons de ce qui s'est passé hier à la Philharmonie de Paris, où des militants pro-palestiniens ont perturbé un concert qui était donné par l'orchestre philharmonique d'Israël, avec des menaces qui avaient plané. Et effectivement, on peut s'interroger sur la sécurité, qui a laissé passer des fumigènes, des drapeaux et autres. Il y a eu des réactions, ils se sont fait un peu tabasser. Oui, caché. Ils se sont fait un peu tabasser, mais et il y a eu 4 interpellations ce matin. Le ministre de l'Intérieur a réagi. Je ne vois aucun tweet de Monsieur Faure, aucun tweet de Monsieur Gage, aucun tweet des socialistes sur ce qui s'est passé, qui est quand même assez grave, Serge Guérin. Oui, il y a plein de choses derrière. Alors, évidemment, ça a été dit, il y a un antisémitisme assumé, même s'il n'est pas tout à fait dit, on va dire antisionisme, enfin... faut vraiment le vouloir pour pas faire le lien entre les deux. Deuxième élément, évidemment, ils ont un problème, c'est que s'il y a plus Gaza, c'est 80% de leur discours qui disparaît. Donc, il faut faire durer Gaza le plus longtemps possible. Il faut faire durer la question palestinienne de cette manière-là le plus longtemps possible, parce que c'est un bon business pour une grande partie de la gauche et l'extrême gauche. Donc, il y a tout ça qui est derrière. Puis c'est intéressant aussi, ça, vous parliez sur les différentes gauches. C'est vrai qu'il reste dans la gauche ce que Malraux appelait l'illusion lyrique. C'est-à-dire, oui, on va faire la révolution, on va faire tout ça. Donc, on est en costume 3 pièces, on a fait l'ENA, mais on lève le poing de temps en temps pour montrer que quand même, on a un truc avec ça. Donc, c'est aussi des gens qui se racontent une histoire qu'ils n'ont absolument pas vécu, auxquels ils n'ont absolument pas participé, et qui vont essayer un petit peu de s'accrocher. Enfin, il y a toute une mythologie révolutionnaire qui, quand même, c'est globalement toujours très mal terminé. C'est-à-dire que ça a toujours été une catastrophe, faut quand même le rappeler. Le seul coup d'État militaire qui s'est bien terminé, c'est au Portugal, en 74, parce que les militaires, à un moment donné, ont dit on arrête, parce qu'on sait qu'on va finir dans des dictatures rouges. Tous les autres, ils ne sont pas arrêtés, ça finit dans la dictature rouge, jusqu'à un moment où la démocratie revient, ou pas d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est toujours mal fini, mais il y a toujours un petit peu ce fantasme autour de ça. Donc il y a un intérêt d'épicier, électoraliste, très clair. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est quand vous regardez les manifestations et autres, comme vous savez, les images sur l'université d'été de LFI. C'était de l'apartheid total. Il n'y avait que des blancs. Mais on va toujours parler au nom des autres, qui viennent pas en se disant que je n'ai même pas besoin de me fatiguer à venir d'une certaine manière. Donc c'est intéressant. Donc, et puis en même temps, il faut quand même noter que ce pays se droitise et ce qui reste de la gauche s'extrémise. Évidemment, c'est sans doute la meilleure manière de ne pas arriver à parler à la population. Ce qui est frappant quand même, c'est qu'ils ont abandonné quand même tout un ensemble de leurs fondamentaux. C'est-à-dire l'universalisme, la nation, y compris, qui était quand même une valeur de gauche historiquement. C'est la Révolution française qui crée l'idée même de nation, et les classes populaires. Et tout ça, ça s'est fait quand même à l'intérieur du PS. Il faut le rappeler. C'est le fameux rapport Terra-Nova de 2011, qui clairement théorise ce que finalement aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon met en œuvre.
c'est-à-dire les classes populaires. Écoutez, les classes populaires, c'est plus l'essentiel. Il faut aller chercher d'autres populations. Donc, c'est cette idée-là aujourd'hui qui travaille en profondeur la gauche et dont le Parti socialiste est finalement la matrice, en l'occurrence. Donc c'est quelque part, c'est la révolution qui dévore toujours ses propres enfants, c'est un vieux classique, et on assiste à ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut prendre Jean-Luc Mélenchon pour ce qu'il dit. On a la chance d'avoir quelqu'un quand même qui dit ce qu'il pense de manière très très claire, très affichée. Et il y a cette scène extraordinaire que raconte François Ruffin dans son dernier livre, où il se montre très critique envers Jean-Luc Mélenchon. François Ruffin qui défend la valeur travail, qui défend les ouvriers, qui défend les oubliés de cette gauche-là. Et il raconte qu'il dit à Jean-Luc Mélenchon, on doit se battre pour reconquérir le nord de la France désindustrialisé, tous ces quartiers avec des travailleurs pauvres, et revaloriser la valeur travail. Et Jean-Luc Mélenchon lui dit, en fait, si on fait ça, on prendra 20 ans pour les reconquérir. Ça va être un combat trop long. Et donc, ce qu'il faut, c'est abandonner ces gens-là et se concentrer effectivement exclusivement sur les banlieues, les urbains, les classes populaires, les populations maghrébine, il le dit clairement. Ça avait d'ailleurs été filmé. Et donc, voilà, il avance. Il a fait tomber le masque. Il n'avance pas masqué. Il avance très clairement en disant quelles sont ses propositions, quels sont ses choix stratégiques d'abandonner les classes populaires, d'abandonner les zones désindustrialisées au profit du Rassemblement national, qui sont aujourd'hui effectivement entre les mains du Rassemblement national, au profit d'une population immigrée. Cette nouvelle lutte des races qui a remplacé la lutte des classes. Et puis il y a aussi quelque chose quand même qui est assez fascinant. Serge Guérin. C'est que la gauche est devenue la gauche des loisirs. C'est-à-dire que Mitterrand, c'est quand même la 5e semaine de congé payé, c'est les 35 heures, c'est la retraite à 60 ans. Ça va être André Henry, secrétaire général de la FEN, du grand syndicat enseignant, qui est nommé secrétaire d'État au temps libre. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps, le secrétariat d'État. Voilà. Et puis quelques années plus tard, ça va être la grande chose extraordinaire, on va créer Disneyland. C'est-à-dire qu'il y a quand même, je rappelle, 2,5 millions d'emplois dans l'industrie qui disparaissent. Et on se dit, oui, mais nous, on est super intelligents, on va faire ça dans le loisir, ainsi de suite. C'est-à-dire que Arnaud parlait de Guesde, mais Guesde, c'est ça aussi, c'est le droit à la paresse. Donc d'un côté, Marx et autres, c'était quand même, on devient indépendant. C'est la valeur travail. Par le travail. Non, mais c'est renoncement. La gauche a été quand même normalement la super valorisation du travail. Aujourd'hui, on est devenu la super valorisation des loisirs. C'est quand même intéressant. Les JO. Enfin, la grande victoire de la gauche à Paris, attention, on a un élu, mais la grande victoire de la gauche à Paris, c'était d'avoir eu les JO à Paris. Je rappelle qu'ici, on a eu sur ce plateau hier un petit débat sur les commémorations du 13 novembre qui sont présentées de manière un peu festive avec un spectacle de drones. Tout cela organisé par monsieur Thierry Reboul, qui est l'un des co-organisateurs des Jeux Olympiques et qui parle d'une communion comparable, qui pourrait être comparable à celle des Jeux Olympiques. Moi, j'avoue que ça me choque, mais bon, c'est une parenthèse. Philippe Muret, c'est pas ça, mort. Absolument, homo festivus. On a oublié un terme. Alors, ce que disait, il disait beaucoup mieux que moi, Michel Rocard, mais il disait, à un moment donné, on oublie aussi le poids de la bêtise. Ouais. Quand on entend des choses comme ça, on est autre chose encore. Ce qui est marrant avec Ruffin, c'est que je le pense pas très sincère. Pourquoi ? Parce que Ruffin défend une position qui est une position d'affichage en vérité. Mais Ruffin, il a fait une campagne qui était exactement à rebours de ce qu'il dénonce. Il a fait exactement cette campagne-là. Il est allé pas du tout voir les ouvriers, parce que les ouvriers, il les a pas eus. Et il a été élu grâce aux voix qui se sont remportées sur lui du Front républicain, c'est-à-dire avec les voix des macronistes et d'une partie de la droite de LR qui a voté pour lui. Sinon, ça aurait été un député RN, donc hyper représentatif des classes populaires du Nord. Donc on est toujours à front renversé, c'est-à-dire que les gens tiennent des discours qui sont exactement à l'inverse en réalité de ce qu'ils font. Et puis pour ceux qui aiment lire, relire toujours Michéa, parce que sur sa dénonciation, l'empire du moindre mal, justement sur cette gauche qui est à la fois la gauche des minorités et celle d'un libéralisme sociétal, qui finalement s'arroge très bien avec le libéralisme économique, ça reste un must. Et puis on peut saluer aussi la victoire hier de Raphaël Enthoven et de son avocat Richard Malka. Et il était poursuivi par LFI pour avoir dit « LFI est un mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite ». Et donc il a été relaxé. Donc Manuel Bompard a répondu, s'est indigné en disant que ce n'était pas de la liberté, ou qu'il était pour
la liberté d'expression, mais qu'il ne comprenait pas ce jugement. Néanmoins, ça a été dit, et donc Raphaël Entehen peut dire et répéter que LFI est un mouvement détestable, violent, complotiste et passionnément antisémite. Je vous propose qu'on se retrouve dans un tout petit instant, qu'on parle peut-être d'Emmanuel Macron et puis aussi de notre système judiciaire à bout de souffle. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec Arnaud Benedetti, Serge Guérin, Arnaud Stéphan et Anthony Samama. Donc on va parler de Boualem Sansal et évidemment avec vous Arnaud Benedetti. Je voulais qu'on dise quand même qu'on revienne sur ce sondage. Les Français ne veulent pas qu'Emmanuel Macron joue un rôle politique après 2027. C'est un sondage extrêmement cruel ce matin. Odoxa Backbone pour le Figaro, avec ce chiffre assez incroyable qui chute, enfin incroyable, non, logique, pour ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, qui ne revoteraient plus pour lui. Pour 9 Français sur 10, le projet porté par Emmanuel Macron se résume à un échec après 8 ans de pouvoir. 89% des Français jugent que c'est un échec, y compris les 3/4 de ses électeurs du premier tour et du second tour. Et ils ne veulent pas qu'il joue un rôle politique après 2027. Les images là qu'on voit en ce moment sont aussi assez ridicules. Pardon, c'est le jeu quand on va à l'étranger de se faire mettre. On se souvient de Hollande avec le chapeau en Roumanie, je crois que c'était, ou au Kazakhstan, je sais plus. Kazakhstan. Là, il tape sur des bambous ce matin. Oui, la conversation qu'il a lui-même. Je ne sais pas si vous avez vu cette image où il parle à Raoni dans l'avion en lui disant que veux-tu que je fasse passer comme message, avec Raoni qui lui répond. Enfin bon, bref, ce sondage assez cruel. Oui, enfin, mais logique. En même temps, c'est pas une surprise. Je veux dire, il y a une descente aux enfers maintenant depuis plusieurs mois, et voire peut-être depuis plusieurs années. Non, mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'il est en train de perdre aussi, le cœur électoral. Le cœur de son électorat, pour une c'est raison ça. simple, c'est qu'en fait, là où il était censé être fort, le domaine de compétences, qui était le domaine de compétences économiques et budgétaires, c'est clairement effondré. Si vous voulez, l'accroissement de la dette publique sous le mandat de Macron, c'est quand même un coup de couteau pour son électorat, il faut être clair. Parce qu'il s'est fait élire aussi, non seulement à partir d'un front républicain, à la fois en 2017 et en 2022, mais il s'est fait élire aussi sur l'idée qu'il était plus compétent que ses concurrents et que sa concurrente immédiate. Le Mozart de la finance. La finance. réalité, c'est que malheureusement, le bilan est tristement, j'allais dire, sévère pour ce qui le concerne. Et là, je crois qu'il y a en plus, il a affaibli les institutions, si vous voulez. Les deux choses où il devait, les deux éléments fondamentaux de son élection, c'est-à-dire le respect des institutions démocratiques et la capacité à maîtriser notamment la trajectoire budgétaire, sur ces deux sujets, il est en échec. Donc, je ne parle pas des questions régaliennes. Il a réussi à faire moins bien que François Hollande. C'est extraordinaire. Là, vous avez, pour revenir sur ce que vous disiez, sur le cœur de son électorat, 37% de ceux qui ont voté pour lui, 17% en mai 2025 disaient qu'ils pourraient revoter pour lui, et en novembre 2025 on est tombé à 12%. 37-12%. J'ai trouvé ce chiffre-là particulièrement. Je sais pas qui veut. C'est un problème pour l'ensemble du bloc central. C'est pas seulement pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron étant le représentant du bloc central aujourd'hui, mais enfin c'est l'ensemble du bloc central qui est quand même. Pas de représentant du bloc central, quand même. Qui est quand même qui est en difficulté. Quel bilan tirez-vous donc de l'action d'Emmanuel Macron? Pouvoir d'achat, 88% estiment que c'est mauvais. Les retraites, 86% des Français jugent qu'il a échoué. L'immigration, 85%. L'éducation, 83%. La fiscalité, 83%. Enfin, c'est accablant. C'est absolument accablant. Oui. La question qu'il y a derrière, c'est est-ce que le macronisme survivra à Emmanuel Macron? Est-ce que ce fameux nouveau clivage que lui avait théorisé et incarné entre,
on peut dire, des nationalistes et des europhiles. Est-ce que ce clivage-là a vocation à perdurer? Moi, je ne le crois pas. J'ai jamais cru à ce clivage-là. Je crois que la France est structurée, singulièrement la Ve République, autour d'un clivage entre la droite et la gauche, et que ce qu'on va voir réapparaître progressivement dans les mois et les années qui viennent, c'est le renouveau de ce clivage-là. Et c'est vrai que c'est la difficulté quand on fait confiance à un centre qui prétend rassembler de la gauche républicaine à la droite républicaine, c'est que la seule alternative derrière qu'il nous reste, ce sont les deux extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite de chaque côté. Et donc c'est un danger incroyable pour les forces politiques en présence. Ma conviction, c'est qu'il faut reconstruire des blocs politiques de gauche et de droite puissants. Moi, je suis de droite et je soutiens Bruno Retailleau dans cet effort-là de reconstruction. Mais je crois que pour la gauche aussi, il est important que la gauche républicaine, laïque, universaliste, qui aujourd'hui a disparu, qui aujourd'hui ne représente plus rien, qui aujourd'hui a été tuée singulièrement par Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon, que cette gauche-là renaisse. Il y a des figures qui sont respectables à gauche, qui peuvent l'incarner. Je pense à des Manuel Valls, des Cazeneuve, des Glucksmann, des gens comme ça, qui effectivement, on peut ne pas être d'accord avec eux, mais au moins, je crois que sur des sujets essentiels de nation, de laïcité, d'universalisme, de défense de la valeur travail, c'est des gens qui sont tout à fait respectables, et j'espère qu'ils seront amenés à jouer un rôle à l'avenir pour reconstruire ce clivage. La gauche sans les ouvriers, c'est un peu comme le gaullisme sans la résistance, c'est-à-dire c'était Pompidou, et ça a donné l'effondrement petit à petit de la droite, puisque c'est quand vous avez plus la base, le socle, le souffle. Pompidou a plutôt réussi. Pompidou a réussi, mais il vous a pas échappé, mais mon cher Arnaud, que c'était sur une période extrêmement courte. Que en plus, au lieu de 7, je compare pas le bilan de Macron et le bilan de Jean-François. Non, mais je parlais pas de ça. Je parlais des grandes forces politiques et de ce qui finalement structure la vie politique française. La fin de la droite, comme on l'a connue pendant une courte période finalement, parce que droite, le terme est quasiment plus utilisé juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale. C'est une période relativement courte et qui s'achève pas très bien. On va pas dire que Jacques Chirac a été le parangon de ce qui a été la droite. Il a géré ça comme un rat de soc, et d'ailleurs il s'en vantait presque. Et ses successeurs, et Bruno Retailleau est peut-être la seule personne qui s'affirme, en tout cas qui se reconnaisse véritablement de droite, mais il a un parcours un peu particulier. Il vient pas véritablement de la famille. C'est quelqu'un qui a fait souche à LR, mais c'est pas sa culture. Et donc peut-être que c'est pour ça qu'il est aujourd'hui plus à l'aise pour parler de droite. Mais pendant des années, on avait des gens qui c'est la blague, je l'ai refaite plusieurs fois, vous m'excuserez, mais bon, je l'aime bien, je m'auto-cite. Ils parlaient comme Charles Pasqua, ils agissaient comme Pierre Méhaignerie. Pendant longtemps, ça a été ça, c'est-à-dire une droite qui parlait, mais qui n'agissait pas comme une force de droite, et en plus qui petit à petit avait des gens qui venaient pas de droite en vérité. Et ça a été très longtemps le problème. Et aujourd'hui, le roi est nu. Quand vous avez un groupe LR où il y a autant de différences de personnes. Regardez le ministre du logement, quoi. Il vient des rangs de LR. Si ce mec-là est de droite, je suis archevêque de Canterbury, quoi. Vraiment. Mais bon, revenons à Emmanuel Macron, puisque c'est de lui dont il s'agit dans ce sondage. Serge Guérin, oui, il n'est pas étonnant, mais il est néanmoins, quand on voit les chiffres, cruel. C'est quand même assez cruel. Alors c'est vrai que on peut penser à Chirac, qui a été pas très populaire, pas très bon et pas très populaire, et qui aujourd'hui est hyper populaire. Oui. Mais bon, donc peut-être que Macron dans 30 ans, mais je suis pas totalement convaincu, parce que voilà. Mais ce qui m'étonnait aussi, ce qui est intéressant, c'est que on a beaucoup dit au moment de 2017 que finalement c'est la victoire de la France optimiste contre la France pessimiste. Aujourd'hui, 90% des Français disent on est dans le déclin. Donc le pessimisme a pris beaucoup. Donc finalement, il a aussi sans doute porté ça mal, mais en tout cas il l'a porté. Il a porté cet optimisme, et les gens 8 ans plus tard disent non, ça se passe mal, il y a ce déclin, ainsi de suite. Enfin, là aussi, 89% des Français disent on est en situation de déclin. Donc je veux dire, on est quand même dans. Donc les gens vivent ça et se disent qu'en grande partie c'est de la faute d'Emmanuel Macron. Donc je pense qu'on a aussi cet élément-là. Et puis en effet, c'est vrai que sur le régalien, il n'en a jamais fait un sujet. La sécurité, tout ça, c'était pas trop son truc. Il a voulu jouer un petit peu aux militaires au tout début, de manière assez ridicule d'ailleurs, en se déguisant, en conduisant le chef d'état-major à partir, et ainsi de suite, alors que finalement le chef d'état-major avait raison, puisqu'il disait qu'il faudrait peut-être mettre plus d'argent dans l'armée parce qu'il y a un problème. Lui avait dit non, pas du tout. Bon, et après, là-dessus, il a évolué.
Voilà, et donc, Général de Villiers avait quand même dit quelque chose d'assez fort. Mais donc, il y avait cette question-là. Mais pour le reste, il a vendu, à la fois, je rappelle, la jeunesse. J'ai raison parce que je suis jeune. Alors, vu ma spécialité, ça m'a jamais trop convaincu comme sujet. Mais n'empêche qu'on n'a jamais raison parce qu'on est jeune. Non, ça, c'est pas. Et il a aussi parlé du nouveau monde. Et là aussi, en fait, pas besoin de faire beaucoup d'anthropologie pour savoir qu'un nouveau monde n'existe pas. Non. Ça s'appuie sur. Donc, il a quand même dit des choses, d'abord, fausses, totalement discutables et même, voilà, et qui par ailleurs se sont avérées. N'ont pas fonctionné. Et par ailleurs, après, il a vendu un peu le saint-simonisme, quoi. C'est-à-dire, ça va être le gouvernement des élites, des meilleurs, des experts. Sous-entendu, un expert. Pour cette mission, j'ai pris les meilleurs. Alors, si en plus on a fait l'ENA et on a l'inspecteur général des finances, on est super bon. Et donc, on a eu quand même aussi un ministre des Finances qui venait de là, qui venait de la droite, mais qui venait de là surtout. Et donc, ces gens-là ont été assez mauvais. Ils payent aussi cette formule monstrueuse, maladroite et risquée, qui était le quoi qu'il en coûte. Il n'y a rien de quoi qu'il en coûte. Les gens ont dans leur tête que, par exemple, la santé, ça ne coûte rien. Et donc, pédagogiquement, c'était une grosse erreur. Et donc, à la fin, ils génèrent donc un déficit comme jamais. Et donc les gens disent donc il n'est pas compétent. Mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire un procès en incompétence à qui que ce soit. On va dire oui, mais parce que attendez, les meilleurs ont été hyper mauvais. Donc des gens qui sont réputés moins compétents peuvent pas faire pire. Et donc dans la tête de plein de gens, il est censé être le meilleur. Oui, non, mais du coup, il est hyper compétent. Anthony Savama. On peut voter pour l'inverse. Je crois qu'il y a eu aussi un grand malentendu sur le « en même temps ». C'est-à-dire qu'au départ, Emmanuel Macron nous a dit le « en même temps », c'est le fait de dire qu'il peut y avoir des bonnes idées qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite, qu'il ne faut pas regarder l'étiquette politique qui porte la loi ou l'idée en question et accepter tous ceux qui veulent aller dans le bon sens, on va dire. Pourquoi pas, effectivement, je crois que c'est toujours un peu stupide de, par dogmatisme, refuser une mesure qui nous semble aller dans le bon sens parce qu'elle est portée par un parti adverse. Le problème, c'est que ce « en même temps » est en réalité devenu sur un seul et même sujet du « en même temps ». C'est-à-dire que Emmanuel Macron, quand au ministère de l'Éducation nationale, par exemple, passe de Jean-Michel Blanquer à Pape Ndiaye, puis de Pape Ndiaye à Gabriel Attal, sur un même sujet, porter des politiques à ce point antagonistes et donc faire du « en même temps » sur ce même sujet, c'est là où c'est problématique. Moi, je veux bien qu'on dise le « en même temps », c'est être très fort sur le régalien et en même temps très progressiste sur les mesures d'ordre sociétal. Pourquoi pas? C'est la doctrine plutôt du centre historique. Mais le problème, c'est que sur un seul et même sujet, il a fait du « en même temps ». Et on a cité le cas de l'éducation nationale, mais il y a beaucoup d'autres exemples comme ça qu'on pourrait citer, au ministère de l'Intérieur aussi, Christophe Castaner et Gérald Darmanin. Je crois que c'est pas tout à fait la même ligne. Quelle doctrine on porte, quelle cohérence on porte quand à ce point on nomme des personnes antagonistes. Aussi différentes. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio et on va parler de la défaillance du système judiciaire français avec la mort d'Elias et ces deux assassins qui n'auraient pas dû se trouver là. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est avec vous sur Sud Radio et on commente l'actualité. L'actualité, eh bien, c'est le rapport qui a été rendu suite le rapport de l'inspection générale de la justice suite à l'assassinat d'Elias, 14 ans, qui avait été poignardé, attaqué à la machette par deux autres jeunes. On va les appeler jeunes, délinquants, dirons-nous. Deux jeunes qui avaient interdiction de se côtoyer, de se voir. Hier, on parlait de trous dans la raquette et on disait qu'il n'y avait plus beaucoup de cordes à la raquette, que la raquette devenait un immense trou en fait. Et la maman d'Elias hier a dit ceux qui ont tué mon fils n'auraient pas dû être là. Il y a eu des décisions incohérentes, des défaillances, des interdictions de contact non respectées, des mesures éducatives jamais prises en compte. C'est un scandale absolument et c'est tout un pan effectivement du système judiciaire qui ne fonctionne pas. Et on a beau le dire, le répéter, on peut parler aussi. Enfin bon, je vous laisse la parole. Moi, je suis très touché par cette histoire parce que je connaissais personnellement Elias et je connais bien la famille d'Elias. Donc, c'est quelque chose qui m'a évidemment bouleversé comme énormément de Français. C'est pas des trous dans la raquette qu'on voit, c'est un trou béant. C'est-à-dire qu'on voit bien les failles à tous les niveaux de la chaîne pénale de justice
il y a d'abord effectivement un problème de moyens. Je crois qu'il faut le rappeler. Il y a eu, le rapport nous raconte qu'il y a eu des juges qui étaient en arrêt maladie, donc ça a reporté les audiences de sanctions de 10 mois en moyenne à chaque fois. Donc il y a une question de moyens. Mais indépendamment de cette question de moyens qu'on rappelle à chaque fois, et sans doute faut-il le faire, il y a aussi une question de l'idéologie derrière, une question politique. Et cette question-là, c'est la place de la victime par rapport au délinquant. Aujourd'hui, on est dans un système pénal, moi je crois qu'il faut le souligner, un système pénal qui privilégie davantage la réinsertion du délinquant ou du criminel que la protection de la société. Quand on est à ce point aveugle à faire des alternatives à la peine systématique, il y a eu 19 faits délictueux ou criminels pour lesquels ces jeunes-là ont été condamnés. À chaque fois, c'est des alternatives à la peine. Il y a eu 3 fois l'interdiction de se retrouver pour ces jeunes-là. Ces interdictions n'ont jamais été respectées. Il faut entendre aussi que la sanction, c'est la meilleure des éducations. Il ne faut pas voir la sanction comme quelque chose de négatif. La sanction, c'est ce qui permet de casser ce sentiment d'impunité pour ces jeunes-là, de les ramener dans le droit chemin. Et il faut sanctionner beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt, dès le premier fait délictuel, sans forcément le mettre en prison à ce moment-là. Moi, je dis pas que si le jeune il vole un casque de scooter, il faut le faire envoyer en prison pendant 6 ans. Mais il faut à ce moment-là avoir une réponse ferme. Beccaria disait, grand philosophe italien, Beccaria disait l'important, ce n'est pas la sévérité de la peine, c'est sa sûreté. Et donc, il faut effectivement être capable aujourd'hui de renverser la table totalement, de mettre une vraie révolution pénale pour placer au cœur du système judiciaire la victime et non le délinquant. Écoutez ce que disait Marion Maréchal, qui était invitée ce matin du Grand Matin Sud Radio. Ça dit quelque chose du grand malade qu'est notre justice. Mais ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est que les affaires se succèdent sans que manifestement il n'y ait de véritable prise de conscience, parce qu'on ne voit rien aujourd'hui dans les propositions du gouvernement, et en particulier dans le budget, qui aille dans le sens non seulement d'un renforcement des moyens de la justice, qui est quand même une des fonctions régaliennes centrales qu'on attend de l'État. On n'attend pas un État nounou, on attend d'abord un État qui protège, et pas même d'ailleurs sur les questions des moyens attribués. Je rappelle que la justice, sur 1 000 € de dépenses publiques, c'est 7 € sur 1 000 € contre 575 € consacrés à la dépense sociale. Voilà, ça vous en dit long. Et on rappelle donc le procureur avait demandé un contrôle judiciaire, mais il a été refusé pour les 2 jeunes qui ont tué Elias, au motif que les 2 jeunes ont exprimé leur regret. Le suivi éducatif, il n'aura jamais lieu parce qu'il n'y avait pas d'éducateur disponible. L'un d'eux récidive, mais son audience a été reportée plusieurs fois. C'est concentré de tout ce qui ne va pas. Absolument, c'est vertigineux. Hein. Tout ce qui ne va pas. Il y a les dysfonctionnements administratifs, bureaucratiques, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres administrations, des juges absents qui sont malades. Donc on n'a pas la possibilité de traiter le dossier. Vous avez ensuite, en effet, quand même, qu'on le veuille ou non, et c'est perçu par une grande partie de l'opinion publique, une forme de laxisme aussi, qui laisse faire et qui refuse de sanctionner. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. La sanction, c'est pas un échec de la société, c'est un levier aussi. C'est un levier pédagogique à un moment donné pour faire prendre conscience à des jeunes que, je veux dire, ce qu'ils font est inadmissible et n'est pas tolérable. On les sanctionne pas seulement, je veux dire, pour les sanctionner. On les sanctionne aussi pour les corriger, pour les rectifier d'une certaine manière dans leur comportement. C'est cette dimension-là qu'il faut aussi valoriser dans la sanction. Puis après, l'autre aspect, il y a certainement des manques de moyens qui existent. Enfin, tout cela, c'est quand même un échec qui est terrible, parce que il y a un enfant qui est mort, et c'est ça le plus non, mais le problème, c'est que des échecs, on en a à tous les niveaux dans la société aujourd'hui. On en a avec Elias, on en a avec, je viens de voir que l'un de ceux qui sont intervenus hier à la Philharmonie, qui ont balancé des fumigènes, comme dans les stades de foot, était fiché S. On peut s'interroger sur le fait que des individus comme ça puissent circuler librement. Enfin, c'est une caractérisation administrative. Hein, oui, je suis d'accord, mais bon, il y a des États-Unis, du temps de monsieur Bloomberg, dans la bonne ville de New York. On avait fait, il y avait une loi qui avait été décidée, qui était 3 strike, you out. C'est-à-dire, vous êtes condamné 3 fois pour la même chose, c'est-à-dire drogue, violence, etc. Relégation. Voilà, je veux dire, mais relégation, c'est quoi ? Vous preniez la peine la plus lourde, la peine la plus lourde sans possibilité de sortie. Oui. Voilà. C'est-à-dire, vous étiez condamné à 10 ans, vous faisiez vos 10 ans sûrs, sans possibilité de remise en liberté. Voilà. C'était 3 condamnations. Vous preniez la peine la plus lourde.
Ouais. Voilà. Or, en France, il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de punition. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il n'y a pas. Il y en a. Les gens... Non, il ne faut pas exagérer. Non, mais il y a des gens qui sont bah, condamnés. Pas il y a des gens qui font de la prison. Elias, pas ceux qui ont tué. Pas ceux qui ont tué tous. Regardez le jugement pour ce jeune qui a été tué lors d'un bal. Oui. Ils se marraient pendant le procès. Ils en avaient rien à faire. Ils s'en foutaient. Tout ça n'est pas grave. Ils s'en foutent. Ils s'en moquent. Oui. Au maximum, ils vont prendre quoi ? Ils vont prendre 5 ans. Ils vont prendre 10 ans. Ils les feront pas. Parce qu'on leur trouvera des excuses. Ils auront été sages. Ils auront été caressés des poneys lors de stages de réintégration, etc. Et on les remettra dehors. Regardez les gens qui ont vu les violeurs de leur fille ou les assassins de leur fils. Dehors. Oui. Ils ont fait. Il y a eu un cas justement, un autre jeune homme qui fêtait son anniversaire, qui a été tué par 2 frères. Ils ont fait 7 ans de prison pour l'avoir poignardé. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, mais c'est. Ils recommenceront en plus ces gens-là. Enfin, il y a aucun doute là-dessus. Ils ont été libérés au bout de 7 ans. Enfin. Serge Guérin, sur ces, effectivement, on a, comme le disait Arnaud Benedetti, tous les dysfonctionnements. Le procureur qui dit bon, ils sont excusés, ça va, c'est pas si grave. La formation, enfin le suivi éducatif, il n'y a pas d'éducateur. Tout le monde s'en fout. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu étonnant quand même, c'est que je vous écoutez, on est dans une culture de la victimisation permanente. Tout le monde est victime. Il y a même un concours. Ouais. Moi, je suis toujours plus victime que toi. Et d'une certaine manière, les vraies victimes, elles sont pas victimes. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Enfin, il y a un renversement assez étonnant parce que finalement, le délinquant, c'est lui la victime. Et donc du coup, la victime n'est pas une victime puisque c'est une victime qui a victimisé. Et donc du coup, la victime, finalement, de certaine manière, l'a bien cherché. Quand vous parliez, ça me faisait aussi penser, vous savez, cette femme qui a été violée et qui avait dit que son violeur était au QTF. Et donc beaucoup de féministes ont dit, c'est pas bien, elle aurait pas dû le dire. Oui. Donc du coup, c'est plus une victime, puisque la personne qui l'a violée, d'une certaine manière, est plus victime qu'elle. Donc dans le concours des victimes, on finit par perdre un peu, en effet, cette question toute bête qui s'appelle la justice. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord. C'est qu'aussi, il y a quand même quelque chose, c'est tout le monde doit rendre des comptes et ça fait partie du jeu démocratique. On est responsable. C'est-à-dire souvent, vous savez, ça me fait sourire, j'entends beaucoup les politiques qui disent en responsabilité. Plus on est irresponsable, plus on dit le mot en responsabilité. Je trouve ça fascinant. Aussi. C'est quand même des trucs. Voilà. Sinon, en situation, parce qu'on est toujours en situation de quelque chose. Et donc, mais il faudrait quand même les juges, enfin le monde judiciaire doit être aussi Miss est aussi responsable. Mais on pourrait évoquer aussi la peine réelle. Je pense aussi à la maman d'Adrien qui a été assassinée le jour de son 26e anniversaire, qui a été les suspects ont été condamnés à 15 ans de prison et elle apprend hier qu'au bout de 7 ans il est libéré. Voilà, c'est ce que vous avez. Ils sont libérés les deux et elle dit je ne comprends pas. Il a eu 18 permissions de sortie, il va se marier, il va avoir un enfant. Nous, c'est la perpétuité pour nous. Je voudrais rebondir sur ce que disait Serge Guérin. Le discours victimaire, c'est un vieux discours. En fait, ça fait une 40aine d'années qu'on nous explique que finalement, les délinquants sont délinquants parce que tout simplement, la société est responsable de cette délinquance. Donc, à partir du moment où ils sont victimes, en effet, il ne faut pas les condamner. Il faut les traiter selon, en tout cas, les promoteurs de ce discours, les causes qui les amèneraient à finalement être des délinquants. C'est un vieux discours, sauf que c'est un discours qui date des années 70 déjà, et que d'ailleurs le syndicat de la magistrature a largement promu et véhiculé. Condamner et punir, c'est pas ça, c'est condamner, surveiller, punir Foucault. Ouais. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve. D'abord, la société française a considérablement évolué par rapport aux années 60 et aux années 70. Elle n'a plus du tout le même visage, en l'occurrence, et on voit bien que le caractère absolument destructeur de ce discours dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce qu'on est en train de payer de manière malheureusement très forte. On se retrouve après les infos. On va parler de Boualem Samsal, on va parler littérature. Ne partez pas, vous allez voir, c'est passionnant. Et puis de Chine et de la pédocriminalité avec vous, Arnaud Stéphane. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on
on est ensemble avec vous sur Sud Radio, avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne. Je rappelle votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, paru chez Michel Lafon. Et je rappelle également que vous êtes à la tête du comité de soutien avec Noël Lenoir pour la libération de Boualem-Sansal. On va en parler dans un instant. Serge Guérin, sociologue, votre livre, dernier livre, Et si les vieux aussi sauvaient la planète, chez Michalon. Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com, spécialiste en communication politique, et Anthony Samama, maire adjoint du 15e arrondissement de Paris. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Parlons de Boualem-Sansal à chaque fois avec vous, et on en parle nous régulièrement ici. Je me faisais la réflexion en venant ici, ça fait maintenant un an que j'en parle à chaque fois que vous m'interrogez dans ce moment. Écoutez, Boualem-Sansal, nous avons des nouvelles qui sont plutôt préoccupantes sur son état de santé. On n'a pas confirmation, mais quand même, on préfère alerter. Il semblerait qu'il ait été à nouveau placé à l'hôpital Mustapha. Bon, il y a un bruit qui a couru ces derniers jours sur une éventuelle libération de Boualem. Nous, on reste très prudents parce que pour l'instant, nous n'avons pas de signaux qui nous permettent de confirmer cette chose. Je rappelle que nous, le 16, on sera mobilisés, puisque ça fera un an, et surtout le 15, puisque le 15, le Pen Club va lui remettre le Grand Prix de la liberté d'expression, et on s'est félicité aussi que, à la fois le Goncourt, l'Académie Goncourt, mais aussi le Renaudot, le jury du Renaudot, lui est remis un prix, parce que je crois que c'est extrêmement important de montrer que le monde intellectuel et le monde littéraire se mobilisent. Ça paraît dérisoire malgré tout. Ça paraît dérisoire, mais c'est absolument essentiel. Bien parce sûr. que si on ne le fait pas, qui le fera? S'ils ne le font pas eux, qui le fera? Donc ils le font, là, plutôt. Il faut le reconnaître, même si je pense que les institutions en France, depuis le début, n'ont pas été véritablement à la hauteur de l'enjeu que représente cette incarcération, cette arrestation arbitraire. Je pense notamment, quand je compare avec ce que font les Belges, par exemple l'Académie royale de Belgique, qui a élu Boualem-Sansal comme l'un de ses membres il y a maintenant 15 jours. Moi, j'aurais aimé que l'Académie française fasse la même chose. Lui donne un fauteuil symboliquement. C'eût été, je crois, un geste fort, en l'occurrence. Quelle est la réponse de l'Académie française? Pourquoi ne le font-ils pas? Vous savez, Jean-Christophe Ruffin et Alain Finkielkraut ont milité pour qu'il soit fait immédiatement académicien. Il y a deux réponses, des réponses de statut qui me paraissent en effet assez dilatoires en la matière, et puis surtout le fait que l'Académie française, comme d'autres institutions, on consigne vraisemblablement de ne pas en faire trop pour, encore une fois, ne pas exaspérer, entre guillemets, plus qu'ils ne le sont manifestement les autorités algériennes vis-à-vis de la France, ce qui nous paraît être une erreur, en tout cas. On peut raconter peut-être cet échange que nous avons eu ce week-end, le 1er novembre, où je vous envoie un tweet qu'on m'envoie disant Emmanuel Macron félicite, envoyé un message de félicitations au président algérien en ce 1er novembre pour l'indépendance de l'Algérie. Sauf que le 1er novembre, ce n'est pas tout à fait l'indépendance de l'Algérie, c'est le début de l'insurrection. Oui, et puis les Français sont massacrés d'ailleurs. Et puis en vérifiant ce tweet, on se rend compte qu'il date de 2019, donc on se dit on se dit ça aurait pu être possible. Et puis on apprend 2 jours après qu'effectivement Emmanuel Macron a bien envoyé un message à Monsieur Tebboune à l'occasion du 1er novembre. On rappellera que c'est quand même un massacre épouvantable. Épouvantable. Donc avec des femmes, des enfants qui ont été massacrés. Donc pourquoi Emmanuel Macron fait cela, quoi? Emmanuel Macron, donc il essaye tout, Non, mais Emmanuel Macron depuis 2016 est dans une forme d'assujettissement moral vis-à-vis de l'Algérie. C'est quand même lui qui est allé à Alger au moment de sa campagne présidentielle pour dire que la France avait commis des crimes contre l'humanité en Algérie. Donc il est, de ce point de vue-là, dans une espèce de logique qui, malheureusement, sur le plan mémoriel, est extrêmement dangereuse. Et dans le livre de Mark Endenveld sur l'emprise, je crois que c'est dans l'emprise, ou sur le curieux Monsieur Macron, enfin un des 2 livres qu'il avait commis sur Emmanuel Macron, il raconte le voyage à Alger.
Ouais. Où Emmanuel Macron a rencontré des personnages très importants qui l'ont vraisemblablement donné un petit coup de main, on va dire. Et puis c'est l'endroit aussi où il avait rencontré discrètement un certain Alexandre Djouri. Ouais. Voilà, je vous laisse, qui est en prison en ce moment. Il l'avait rencontré lors de ce voyage à Alger. Serge Guérin, on reste dans la littérature avec vous. Et on reste en Algérie, oui. puisque c'est aujourd'hui la date anniversaire de naissance d'Albert Camus, donc en 1913. Voilà. Et donc, intéressant de tout ce dont on parle, parce qu'on est aussi... Alors, Albert Camus, c'est évidemment l'auteur, l'écrivain, extraordinaire. Il y a un film sur un des livres qu'il a écrit, qui est un de ses plus connus, qui est L'Étranger, un film qui, sur le plan formel d'ailleurs, est absolument extraordinaire. Sur le plan du contenu, ça se discute plus, mais en tout cas... Voilà. Mais c'est intéressant parce que c'était alors marrant par rapport aux discussions de tout à l'heure. J'y pensais quand vous disiez le en même temps. Camus avait une phrase, une formule, il disait une idée n'est pas bonne parce qu'elle est de gauche ou de droite, elle est bonne parce qu'elle est bonne. Ouais. Ce qui n'est pas inintéressant. Voilà. Il se situait plutôt dans une forme de gauche totalement anti-totalitaire, ce qui fait qu'il a été traité quasiment de fasciste, y compris par tous les autres, toute l'intelligentsia de gauche qui avait un pouvoir énorme, y compris par les gens qui traitaient de fascistes, alors qu'il avait été dans la résistance par des gens type Sartre qui avaient évité, disons, d'être dans la résistance. On va dire les choses comme ça. Voilà. Dans ses mémoires, Simone de Beauvoir à un moment dit on n'a pas trouvé. C'était trop compliqué. Ouais, c'est la fameuse phrase, je sais plus qui disait, pendant que certains faisaient sauter des trains, d'autres faisaient des quatrains. Voilà, c'est intéressant. Je crois que c'est René Char, qui était d'ailleurs un de ses grands amis et tout ça. Et intéressant aussi, il raconte dans Le Premier Homme qui, je le dis pour nos auditeurs, est un livre extraordinaire. C'est le dernier. Ouais. Il n'a pas fini. Et grâce à Catherine Camus, sa fille, il est sorti 30 ans plus tard. Et à un moment donné, il raconte que en sortant du lycée, alors lui, il est issu vraiment d'un milieu hyper populaire, et ainsi de suite. Son père est mort très très vite à la guerre, ainsi de suite. Sa mère était très pauvre et était sourde et malentendante. Enfin bref, tout ça a été assez difficile. Grâce à son professeur Germain, qui dit mais il est extraordinaire, il faut l'aider, et ainsi de suite. Il va donc, c'était le temps de, je vais dire un gros mot, de la méritocratie républicaine. C'est-à-dire quelqu'un qui avait rien pour lui, mais sauf du génie et du travail, voilà, sort. Mais donc il raconte dans ce livre qu'à un moment il sort du lycée et à chaque fois il s'amusait à aller embêter un épicier du coin et à un peu abîmer ses trucs, lui voler des choses. Puis un jour, il a dit, puis un jour, on est allé faire ça, et on s'est fait casser la gueule par 3 gars que l'épicier avait payé. Il dit, on n'a jamais recommencé, peut-être que cela nous a servi de leçon. Donc c'est intéressant par rapport à ce dont on parlait, sur la justice, ainsi de suite. Donc on voit que, par ailleurs, Camus est d'une actualité totale. Moi, c'est mon frère d'âme, il m'aide à penser un peu tous les jours, mais au-delà de ça, quand on regarde, alors je me demande comment il regarderait le monde aujourd'hui, et comment il regarderait ce qu'on appelle la gauche aujourd'hui. Je pense qu'il serait, on ne fait pas parler les morts, mais il serait assez catastrophé. En tout cas, j'enjoins nos auditeurs à le lire, Camus, et à penser, parce que c'est aussi une école de la nuance, et je dirais même de la modestie. Et ce gars-là, qui était quand même un génie, qui travaillait comme un dingue, et aussi écrivait de manière formidable, et c'était une période où on écrivait beaucoup d'ailleurs. Donc il y a aussi toutes les correspondances. Alors il y a celle extraordinaire avec Maria Cazares, qui est formidable, magnifique, amoureuse de ses maîtresses, ainsi de suite. Les deux, Maria Cazares, qui est espagnole, qui écrit de manière c'est magnifique. Sublime. Et les deux s'écrivent de manière mais là géniale. aussi, il y avait Sartre-Camus. Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était... c'était la formule. Non, c'était avec Aron. Vaut mieux avoir tort avec Aron. Tort avec Sartre, plutôt que raison avec Aron. Mais Camus, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que, et ils se détestaient mais depuis longtemps. Depuis le début, y compris parce qu'ils avaient fait des choix, au moment où il fallait faire des choix, que n'avait pas fait Sartre, ainsi de suite. Et puis il y avait aussi, sans doute de la part de Sartre, un mépris de classe. Lui qui parlait au nom de la gauche, avait un certain mépris pour ce petit pauvre, et ainsi de suite. Y compris d'ailleurs qui était né en Algérie, donc il y avait un double mépris aussi derrière tout cela. Il faut aussi rappeler ça quand même. On parle littérature sur Sud Radio et c'est très bien. Il y a d'ailleurs un passage magnifique dans Le Premier Homme, vous parliez de Monsieur Germain, son instituteur, effectivement. Donc il propose de donner des cours du soir à Albert Camus parce que sa grand-mère voulait qu'il aille travailler pour gagner des sous, parce qu'effectivement ils étaient très pauvres. Et donc le professeur accompagne Albert Camus, il lui dit « Amène-moi voir ta grand-mère, je vais la convaincre, il ne faut pas que tu travailles, il faut que tu continues l'école et t'inquiète pas, je te donnerai des cours du soir. » Et donc il va chez la grand-mère d'Albert Camus, il essaye de la convaincre, il finit par le faire, et à la fin il s'apprête à partir, la grand-mère le rattrape par le col, elle lui dit « Mais attendez, vous avez proposé de donner des cours du soir à Albert Camus, moi j'ai pas de quoi vous payer, je suis très pauvre. » Et elle a cette phrase extraordinaire, Monsieur Germain répond « Ne vous inquiétez pas, il m'a déjà payé. » C'est montrer toute la gratitude qu'il avait pour Louis Germain, son instituteur, à
à l'heure où c'est aussi actuel, on voit effectivement que certains sont très ingrats envers ceux qui les ont faits. Ouais, on se souhaite à tous de rencontrer au moins une fois dans sa vie un Louis Germain. Exactement. Et pareil, on se souhaite, nous qui sommes enseignants, d'avoir de temps en temps été un peu le Germain de quelqu'un. On se retrouve dans un instant où vous parlerez encore un petit peu de littérature, puis on parlera de Chine, de la pédophilie, peut-être de l'hypocrisie aussi de tout ce débat. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Dans un instant, on va parler de Chine avec vous, Arnaud, absolument. J'ai dit Arnaud, Anthony, vous vouliez faire un coup de gueule. C'est la semaine des prix littéraires et c'est vrai qu'il y a un point commun et je vous encourage à écouter l'émission Le coup de cœur des libraires dimanche avec Gérard Collin puisqu'on en a parlé. Donc votre coup de gueule, c'est sur l'autofiction. Exactement. Cette rentrée littéraire qui prime plusieurs romans qui sont des grandes sagas familiales d'autofiction. Il y a évidemment Mauvigné qui a eu le concours avec La Maison Vide, qui est une grande saga familiale. Il y a eu Emmanuel Carrère avec Kolkhoz, qui raconte l'histoire de sa mère. Il y a eu évidemment aussi Natacha Apana, La Nuit au cœur, qui raconte un phénomène d'emprise qu'elle a vécu. C'est des très beaux textes, particulièrement celui de Carrère. Et donc le problème n'est pas la qualité. Le problème, c'est que derrière ces autofictions, c'est en réalité la mort de l'imagination. Et moi, je crois qu'en réalité, la beauté de la littérature et de l'art romanesque singulièrement, c'est justement de permettre à l'imagination de se développer, c'est d'ouvrir des portes et non pas de tendre des miroirs. Albert Camus, on en parlait, disait que justement, créer, c'est vivre deux fois. Et Romain Gary ajoutait, j'écris pour aller chez les autres. C'est ça la beauté de la littérature, c'est aller chez les autres. Et à l'heure de la cancel culture, où aujourd'hui on nous dit qu'un acteur n'a pas le droit de jouer un rôle qu'il n'a pas vécu lui-même, je pense à Tom Hanks par exemple qui disait regretter avoir joué des homosexuels parce que lui-même ne l'était pas, à l'heure où on essaye de cancel un certain nombre de titres de romans parce que justement on n'a pas vécu ce qu'on raconte. Je crois que c'est la beauté de la littérature, de l'imagination justement, de pouvoir se mettre dans la peau d'un autre, de pouvoir se mettre dans la peau d'un paysan du XVIIIe siècle quand on est un urbain du XXIe siècle, de se mettre dans la peau d'une femme quand on est un homme, de se mettre dans la peau d'une personne de couleur noire quand on est blanc. Et c'est, je crois, ce qui fait la grandeur, la beauté de la littérature, de mettre l'imagination au pouvoir et d'ouvrir effectivement des mondes au lieu de se fermer vers soi. Oui, mais c'est. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle des sensitivity readers, des gens qui voient s'il n'y a pas matière dans un texte à offenser une catégorie ou une autre. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus sur. Les États-Unis vont être au chôme du sol. Bientôt. Ma vie, ma mère, mon cancer, mon viol, il y a un moment. En fait, je suis victime là aussi. Oui, c'est ça. Je me raconte comme victime. Vous avez déjà ça dans le cinéma. De plus en plus, le cinéma, c'était l'histoire de quelqu'un qui écrit un film sur quelqu'un qui fait un film, qui écrit un film lui-même. Et on était dans une ellipse totale. Combien de fois ça a été fait? Combien de fois on a vu des séries sur des gens qui font une série eux-mêmes? Au bout d'un moment, ça suffit, quoi. En effet, moi, je plus sois complètement à ce que vous venez de dire. Je trouve ça très beau, en plus, ce que vous avez dit. Et qu'en effet, la littérature, on a des chocs littéraires. Moi, je me souviens les cerfs-volants, de Romain Gary qui m'avait bouleversé. Un des derniers romans qu'il a écrit. Bouleversé. J'avais adoré ce roman et j'avais adoré. Après, j'étais parti sur évidemment plein d'auteurs, mais celui-là en particulier m'avait beaucoup marqué. On a des rendez-vous comme ça avec des ouvrages qui vous tiennent à cœur. J'avais adoré évidemment le facteur humain de Graham Greene, et après j'avais lu la correspondance de Graham Greene qui était une très belle correspondance. Voilà, mais on a des rendez-vous comme ça avec des livres, et la littérature, c'est ça en fait. C'est ça, et c'est lire des textes avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. C'est ce que dénonçait Johann Sfar. Alors entre autres, il disait aussi qu'il était sidéré de voir que des jeunes qui se destinaient au métier d'enseignant ne lisent plus. Ils lisent des résumés de livres. Il dit c'est vrai, je peux le prouver. Et puis aujourd'hui, et ça rejoint les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est dans des algorithmes qui vous proposent des choses avec lesquelles vous serez d'accord. Et les livres, c'est pareil. Vous allez vers des choses avec lesquelles vous serez... Mais le livre, de toute façon, c'est un effort de concentration. Oui.
Pour lire un livre, il faut se concentrer. Et on l'a il faut se ramasser sur soi-même et se confronter à un texte, à la difficulté d'ailleurs d'un texte. Et on le voit très bien avec un certain nombre d'étudiants. Ils ont de plus en plus de difficultés à pouvoir prendre un livre, le lire, et le lire de bout en bout, je parle même pas. Mais c'est l'expression. Et dans des matières, moi j'enseigne dans des matières littéraires, donc en l'occurrence, l'histoire, c'est une matière littéraire. On le voit très bien, bien sûr. Voyons, hein. Ah ouais. Alors, Chine. Alors moi, j'avoue qu'entre le début de la semaine et la fin de la semaine, j'ai un petit peu évolué dans mon jugement et que ce Chine bashing quelque part. Chine bashing, je vais le noter pour mon agence. Chine bashing m'interroge quand même parce qu'il y a une hypocrisie. On en a un petit peu parlé hier, mais vous voulez revenir là-dessus, qui se fait vraiment jour. Hein. Hypocrisie qui se fait jour, c'est que on commence l'histoire, on se rappelle, c'est Shein qui est une société qui vend de la fast fashion, mais pas seulement, qui a aussi qui vend plein d'autres une plateforme qui vend plein d'autres objets, et tout d'un coup, crime ultime, non seulement ils vendent de la fast fashion, ils vont ouvrir en plein Paris au BHV, mais ils vendent aussi des poupées à caractère sexuel favorisant la pédopornographie, et donc il était immédiatement fait. Ils étaient coupables. Bon, très bien. On s'aperçoit cependant que, non, ils sont pas tout seuls. Il y a aussi Temu, Wish. On sait qu'Amazon a eu des problèmes avec cette même poupée. Ouais. Et puis, on le dira pas ici parce que nous sommes des gens gentils. Il y a aussi une célèbre plateforme française qui vend cette poupée. Et donc, tout d'un coup, le ministre Lescure explique que de toute façon, ce sont des gens qui vendent des t-shirts à 1 euro. Donc, on met un signe égal entre ces deux choses. En vérité, qu'est-ce que nous dit cette affaire de la poupée ? Elle nous dit que les gens s'adaptent aux technologies pour pouvoir, exprimer ou se débrouiller pour pouvoir avoir les objets qu'ils désirent en utilisant cette technologie. Voilà, ils utilisent la technologie pour leur propre tropisme. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez en vérité un seul fournisseur de cette poupée qui fabrique à Hong Kong. Oui. Parce que à la base, c'est le marché asiatique qui est très friand de ces poupées horribles. Et il se trouve que non seulement les gens ont trouvé le moyen par ces plateformes, mais c'est la mondialisation et l'aspect complètement délirant aujourd'hui de ces plateformes. Ce sont des marketplaces. Donc en vérité, pour expliquer, ce sont des magasins dans le site d'une grande enseigne. Et ce sont des millions de produits. Millions de produits. Et évidemment, ils ont trouvé ce moyen-là pour se fournir avec ces poupées. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment 10 000 personnes ont acheté ces poupées ? Oui, ça c'est la vraie question. C'est ça. C'est 10 000 personnes ont acheté ces poupées. En France ou alors, c'est pas précisé, mais il y a 10 000 poupées qui ont été achetées via ces plateformes. Ce qui est complètement délirant, c'est qu'on va mettre le nom de Shein en avant, alors que ce sont toutes ces plateformes qui sont totalement accepté par les Français. Il y a un sondage très intéressant qui est sorti dans la revue L'Hémicycle, qui nous dit quoi ? Qui nous dit les Français sont conscients que tout ça est fabriqué dans des conditions environnementales et sociales qui sont catastrophiques. En revanche, ils sont plus de 70% à acheter sur ces plateformes, et chez les jeunes, on est à plus de 88%. La difficulté, ce n'est pas d'aller ouvrir les produits de Chine en se disant tiens, on va les emmerder, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Hein. Là, c'est vraiment pour les emmerder, d'aller faire des manifestations devant le BHV. La question, c'est comment on s'occupe en vérité des gens qui ont commandé ces poupées. C'est pas le site, parce que sur des millions et des millions de produits, ils ont pas bien contrôlé, d'accord, ils ont pas bien contrôlé, mais ce sont les gens qui ont commandé. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que va donner la suite, c'est-à-dire les gens dont on a chopé, par exemple à Marseille hier, la poupée, comment il va être suivi, ce monsieur ? Est-ce que son nom est déjà sorti dans d'autres affaires ? Est-ce qu'on va essayer de remonter des filières ? Comment il a été au courant que cette poupée était vendue sur cette plateforme-là ? Est-ce qu'il y a des réseaux qui disent aux gens, tiens, au fait, tu peux aller trouver ta poupée sur les réseaux ? Mais c'est ça qui est intéressant.
pas des gens, un détournement d'objectifs. C'est-à-dire la plateforme Shein vend des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de produits qui vont à la fois du zip tight au masque pour le carnaval à malheureusement cette poupée. C'est comme quand on a découvert que Shein vendait des couteaux et des machettes. Vous allez sur ces discounts, Amazon et autres. Il faut quand même se souvenir, et que dans la rue aussi. Je vais parler un peu d'histoire. À ce moment-là, il aurait fallu interdire les catalogues des Trois Suisses et de la Redoute parce que de mon temps, les premiers émois des jeunes garçons, c'était sur ces catalogues-là. Et voilà, ça quelquefois qui jouait un peu sur les ambiguïtés. En fait, il y a deux sujets. Le premier sujet, en effet, c'est cette poupée absolument scandaleuse qui a été achetée par 10 000 personnes. Donc, ça, en effet, j'avais pas ce chiffre, mais c'est tout à fait quand même préoccupant, en l'occurrence. Et puis, il y a l'autre sujet, c'est que c'est le succès de ces plateformes en général. Parce que, en effet, c'est quand même des plateformes qui rencontrent leurs consommateurs. Et pourquoi ça marche? Parce que tout simplement, ils produisent pas cher, ils vendent pas cher. Et parce qu'ils vendent pas cher, parce que ça a été produit pas cher. Donc ça nous renvoie à deux sujets. Premier sujet, c'est le contrôle de la globalisation et de la mondialisation. Comment on fait? Moi, personnellement, j'ai pas de réponse. Les autorités françaises nous disent oui, on va stopper 200 000 colis, je crois, hier à Charles de Gaulle. Alors, tous les colis sont bloqués. Tous les colis Chine sont bloqués en ce moment. Tous les colis sont bloqués, mais quand même, ils se retournent maintenant devant la Commission européenne en demandant aux instances européennes de prendre des mesures, mais je ne suis pas du tout sûr qu'ils soient suivis en la matière. Et deuxième sujet, c'est que c'est la production. La France s'est désindustrialisée, il faut le rappeler. C'est la question du textile, notamment. C'est la question du coût du travail, également. C'est tout ça que pose finalement aujourd'hui le fait que ces plateformes connaissent un succès certain. Et puis il y a quand même une contradiction assez extraordinaire. Les Français globalement sont contre la mondialisation et ainsi de suite. Et la pratique, mais avec une jouissance absolue. Donc on est tous en contradiction en disant mais c'est embêtant, il n'y a pas d'usine, c'est embêtant, il n'y a plus d'ouvriers, c'est embêtant, et en même temps on y va. Donc du coup les Français sont des formidables soutiens à la mondialisation, contrairement à ce qu'on raconte, puisqu'ils passent leur vie. Je porte pas de jugement, c'est un fait, c'est factuel. Et évidemment tout ça est lié en grande partie au prix. Mais n'empêche que, la fabrication. Sachant, y compris quand on dit, je reviens à mes sujets, mais quand on dit les jeunes sont écolos, ainsi de suite, ça ne leur pose aucun problème d'acheter majoritairement dans des endroits qui viennent de très loin, dans des conditions de fabrication abominables, et ainsi de suite. Donc c'est aussi toutes les contradictions, finalement la consommation est l'expression même de la contradiction. Les auditeurs demandent pourquoi vous ne donnez pas le nom de la plateforme. Il faut dire que les poupées ont été retirées de la vente. Exactement. Ça commence par un C. Très rapidement. Oui, moi je crois qu'il faut effectivement faire de l'éducation, de la pédagogie pour inciter les gens à ne pas consommer sur ces plateformes et privilégier plutôt le Made in France. Mais la morale, ça marche pas. Le combat, il est perdu d'avance quand on a des fringues qui coûtent 3 fois moins cher. Pour beaucoup de gens, le combat, il est perdu d'avance parce qu'il y a des problématiques de pouvoir d'achat. Et donc le rôle des autorités, c'est pas tant de faire cette espèce de morale à longueur de journée, c'est de mettre des droits de douane et de ne pas accepter des produits sur notre sol qui concurrencent à ce point, de manière déloyale, les produits français qui ne respectent pas nos normes environnementales, qui ne respectent pas nos normes de production, qui ne respectent pas tout un tas de normes sociales. Et donc, on doit en effet accepter quand on est les autorités que des produits qui sont fini. Le sujet de la TVA sociale. C'est fini. Dans un instant, on reçoit Bernard Montiel pour une nouvelle émission sur les animaux sur France 3. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.